Bon, je vois ici donc les supports audiovisuels, c'est-à-dire quand un orateur doit réaliser un exposé, voire une conférence, mais il est assisté par des possibilités multiples en termes d'outillage, notamment par ce qu'on appelle des supports audiovisuels, hein, parce que l'image et le son va être fortement représentatif pour euh, communiquer. Pour communiquer. Donc, on aura des outils de communication qui viendront s'ajouter à la communication. Alors, ces outils de communication, ce sont des supports audiovisuels qui peuvent allier l'image et le son. Voilà. Et donc, bien sûr, euh, viennent complémenter euh, votre, votre communication et votre participation, notamment votre participation dans l'espace. Et bien sûr, pas que de la communication, uniquement de la participation, mais aussi euh, d'expression. Alors, les moyens audiovisuels sont multiples et variés, euh, et ils constituent, si vous voulez, des diffuseurs d'informations. Bien sûr, des diffuseurs d'informations qui se juxtaposent à l'orateur. Ils se juxtaposent à l'orateur. Ce sont des outils formidables qui permettent d'ajouter un plus à la communication. Alors, ça peut être voilà, des images avec des dessins, voire un dessin animé, voire des graphiques, voilà, et ainsi de suite. Et alors, on peut avoir du son. Et alors, l'orateur peut, je veux dire, commenter ouais, ces graphiques, ces dessins, voir s'il y a l'image et du son. Il attendra que l'image et le son passent pour commenter, je veux dire, par exemple, une petite vidéo, par exemple. Voilà. Alors, ces outils, ben, c'est comme l'orateur. L'orateur tente de transmettre un message, mais ces outils permettront voilà, de, de transmettre aussi un message. À partir, là, c'est pas à partir de la bouche d'un orateur, mais à partir d'un support matériel. C'est comme si le support matériel était, à dire, parlant. C'est comme s'il parlait. Voilà. Donc il transmet. Il transmet aussi. Bon, il peut transmettre du texte via un jeu de lumière, des miroirs et des lentilles. Par exemple, un rétroprojecteur peut voilà, retransmettre fidèlement du texte. Pour autant que on suppose que, bien sûr, par hypothèse, le rétroprojecteur est fonctionnel. Voilà, on peut avoir des pellicules, voilà, pellicules de type photographie, ou on peut avoir aussi de la bande magnétique notamment. Voilà. Donc le, la transmission du message peut se faire par les moyens de ce qu'on appelle de voilà. Alors assez souvent on retrouvera des lumières. Hein. La lumière elle sera présente. En général la lumière sera présente dans le rétroprojecteur, dans voilà dans l'ordinateur, dans le téléviseur, dans voilà tous les supports auront besoin de lumière. Bon, maintenant, parfois, il faudra fermer justement les lumières pour être dans le sombre. Mais il y a quand même une lumière via une lampe. Il y aura probablement une lampe de projection. Et là, à ce moment, il faut bien avoir une ambiance, je veux dire, obscure pour pouvoir retransmettre, je veux dire, des images dans un environnement obscur. Alors, bien sûr, le message peut faire l'objet d'un filtrage. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a été d'abord choisi par l'orateur, donc il sait bien ce qu'il va dire. Donc il a déjà filtré à la base. Hein. Voilà. Et il va aussi faire l'objet d'un filtrage de la part du récepteur. Donc l'émetteur va faire un filtrage, et le récepteur va faire un filtrage. Voilà. Alors comment va-t-il faire ce filtrage, le récepteur? Ben, en fonction de sa personnalité, son individualité, ses perceptions, de sa formation, de, voilà, de son système de pensée,
de sa psychologie et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il va faire une- un filtrage. Et bien sûr, il retiendra une partie du message, de, une partie du message qui sera préférentielle par rapport à une autre. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas l'intéresser, il y a des choses qui vont l'intéresser. Voilà. Alors, quelques moyens, on va dire, audiovisuels. Ben, le tableau. Le tableau, ben, on va dire, ça reste un outil essentiel. Bon, généralement, vous allez dans les écoles, vous trouvez des tableaux. Alors, on peut avoir des tableaux à créer. Alors, bien sûr, il faut utiliser les différents types de couleurs que l'on a au niveau des crayons, pas que utiliser la craie blanche. En plus de ça, un frotteur, ça se nettoie pour éviter de laisser des traces. Parce que maintenant, si vous voulez nettoyer à l'eau, ça prend du temps, c'est ça le problème. Voilà. Il faut laisser sécher, etc. Il faut passer voilà, de part et d'autre du tableau et éviter voilà, qu'il y ait un égouttage malsain sur le tableau. Et donc il faut bien faire ça horizontalement, puis on descend d'un cran, et ainsi de suite. Donc on part de la droite vers la gauche, et puis on descend d'un cran de la gauche vers la droite, et on descend avec un cran, et ainsi de suite. En évitant, je veux dire, d'utiliser trop d'eau pour éviter de mettre de l'eau partout. Voilà. Et regardez si toujours l'eau est propre hein, dans le seau. Voilà. Sinon, pouvez utiliser un frotteur pour frotter et effacer certaines choses. Pour un tableau classique, mais il faut taper avec le frotteur, avec une latte à l'extérieur pour, je veux dire, faire partir les poussières de craie. Alors, ce qui est intéressant avec un tableau, c'est que ben, c'est quelque chose de très pratique, qui est toujours prêt, puisque le tableau il est accroché au mur. Bon, c'est facile à effacer, pour autant qu'on ne soit pas trop petit et qu'on puisse accéder à tout le tableau. Sinon, il faut un escabeau, et, il faut aussi avoir des craies, voilà, avoir des craies en réserve et ne pas éviter de travailler avec des petites craies de rien du tout. C'est comme quand on fait un dessin, éviter de dessiner avec des petits crayons de rien du tout. Ou reste presque plus rien. Quand on voit que la craie il reste presque plus rien, on peut l'acheter. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, ce tableau, le tableau que tout le monde utilise depuis que tout le monde a utilisé quand il était à l'école depuis la primaire jusqu'à la secondaire, il y a eu des tableaux noirs, des tableaux verts, des tableaux. Les tableaux, on peut avoir différentes couleurs. Voilà. Alors avant, quand on était petit, on avait aussi des petits tableaux, mais des petits tableaux manuels. Des petits tableaux manuels. Donc on avait tout ce. C'était pas des feuilles, on écrivait sur le avec un petit tableau qui était à quadrillage. Voilà, c'était comme ça que ça se passait il y a très longtemps. Et puis après il est venu le système de feuilles. Enfin, les feuilles ont toujours été là, c'est pas ça, mais certains utilisaient le, le, le tableau. Ils écrivent dans leur petit tableau. Voilà, donc il fallait l'effacer aussi. Il fallait écrire avec la craie. Donc, mais le tableau a eu des extensions. Hein. Je veux dire, on va dire des extensions techniques qui, bien sûr, ont amélioré et augmenté, on va dire plutôt augmenté les possibilités d'un tableau, voilà, d'un tableau classique. Et ces extensions qui augmentent les possibilités d'un tableau classique, ben, c'est par exemple le bloc-notes sur pied. Vous aviez le bloc-notes sur pied. On avait le tableau de feutre, feutre ou marqueur, hein, tableau, ouais. Tableau magnétique, on va dire, et tableau pour projecteur. Alors, tableau pour projecteur, c'est ce qu'on appelle un tableau blanc. Un tableau blanc. Alors, je reviens sur le tableau ordinaire. Ben, là, à ce moment, sur un tableau ordinaire, on reproduit les éléments que l'on désire visualiser. Mais, bien sûr, qu'on veut faire passer à son assistance. On y transcrit les remarques et les suggestions qui surgissent. Et en principe, tout ce qui n'a pas fait l'objet d'une préparation sur feuille, c'est-à-dire ce qu'on appelle une préparation feuillée. Voilà, et on note tout sur le tableau ordinaire.
Alors, bien se soucier avant toute chose de la lisibilité, parce que si vous écrivez mal, les gens, de un, vous ne comprendrez pas votre écriture, il se peut que vous ne saurez plus relire ce que vous avez écrit, donc on aura perte d'informations si vous ne savez plus ce que vous avez écrit, mais c'est surtout pour l'assistance, s'ils ne savent pas lire ce qu'il est écrit, ils vont se poser des questions, et ils vont être concentrés sur ce que vous avez mal écrit, qu'ils n'arrivent pas à lire. Voilà. Et donc c'est un petit peu dérangeant pour l'assistance quand on écrit mal. Alors bien sûr, avant toute chose, il est toujours bon de faire des essais euh, en évaluant de plusieurs endroits du local l'efficacité de certains éléments, notamment, bon, je veux dire, la grandeur des lettres. Voilà. Normalement, la grandeur des lettres, c'est 6 centimètres minimum. Hein. Bon, maintenant, si quelqu'un écrit plus grand, tant mieux. Ce qu'il y a, ça va prendre plus de place. Et donc, on saura mettre moins de choses. Voilà, mais maintenant, si on écrit trop petit, ça ne va pas. Hein. Parce que c'est quelqu'un dans le fond du local, il ne verra rien. Maintenant, si quelqu'un est dans un angle, il y a trop de lumière, il faut penser aussi à avoir voilà, des rideaux pour faire refermer les rideaux et puis pour se remettre, pour pouvoir revoir ce qu'il est écrit sur le tableau. Donc il y a des problèmes, bien sûr, de local qui peuvent survenir, notamment, bon, maintenant, quelqu'un qui ne voit pas de ses yeux, si c'est des lunettes, ça c'est autre chose, il doit se rapprocher. Ça n'a rien à voir. C'est indépendant de votre volonté. Moi, je parle, voilà, voilà que tout le monde, je veux dire, est dans les conditions de voir, mais que, je veux dire, il peut se passer des choses comme la lumière qui peut taper trop fort. On ne voit plus rien, on ne voit plus. On peut avoir de l'ombre, on peut avoir trop de lumière. Et certaines personnes qui sont mal placées dans le local par rapport à un certain angle ne voient pas à cause de ça. Donc il faut avoir possibilité d'avoir des rideaux, que la lumière fonctionne correctement, que le local soit bien illuminé. illuminé. Alors, les locaux, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, le, le tableau, s'il est trop grand, il faut penser à mettre des escabeaux, comme j'ai dit. Alors, parfois, il y a des grands tableaux. On peut ouvrir d'un côté à gauche. Bah, il peut pas avoir des tableaux noirs, des tableaux verts. On peut partir. Il y a des tableaux qui sont voilà, manœuvrables. On peut l'ouvrir à gauche et à droite. Et ça donne un plus grand espace voilà, pour l'écriture. Voilà, c'est des tableaux avec charnière voilà, qu'on peut manœuvrer comme des portes et donc agrandir. Et donc on peut écrire en plusieurs. Et si on n'a pas assez, il y a des tableaux qu'on peut voilà, manipuler par roulette. Des tableaux à roulette. Il suffit de tirer et le tableau revient. Il y a toutes sortes de tableaux. On va dire ça comme ça. C'est pour les tableaux classiques. Je ne parle pas des tableaux à extension. Alors, le choix des couleurs d'écrit, c'est fondamental pour faire passer des informations, voire un meilleur contraste. Ça permet un meilleur contraste. Mais, et donc, c'est pour contraster l'information, voire faire en sorte, voilà, si vous utilisez par exemple que le rouge pour mettre des remarques, ben, et le vert pour uniquement des choses qui ne sont moins importantes, le rouge pour des remarques, et on va dire le blanc pour tout ce qui est coutumier en général, enfin tout ce qui est, comment on appelle ça, information normale, en blanc, en vert ce qui est moins intéressant, et en rouge ce qui est très important. Voilà, on peut faire des schémas, des dessins qui font intervenir les couleurs. Hein. Quand quelqu'un fait un dessin, ben, il peut mettre différentes couleurs pour avoir justement des contrastes au niveau du dessin. Notamment quand on fait voilà, de la médecine, quelqu'un qui veut faire voilà, un schéma, on va dire un schéma de quoi que ce soit, hein, sur des os, sur le corps humain, ben, je veux dire, c'est bien d'avoir des couleurs. Voilà. Alors, avant de choisir, c'est un mode d'expression. Ce support qu'est le tableau, c'est un mode d'expression. Bon, certains écrivent sur des murs,
Ben, ici, on écrit sur un tableau qui est effaçable, bien sûr. Le tout, c'est que ça puisse être effacé correctement et qu'on puisse réécrire dessus. Parce que si vous mettez de la peinture, comme dans les murs, comme dans les tags, bon, on peut repasser au-dessus, mais ça ne se fait pas. Dans les tags, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui dessinent, mais ça reste. Donc, c'est pas effaçable. Alors, si vous voulez effacer, bon, il faut travailler ça. Je veux dire, ouais, il faut faire un sablage. Un sablage ou des sablages. Alors, avant de choisir ce mode d'expression, comme on appelle ça, le tableau, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que l'emploi des tableaux, que ce soit le tableau ordinaire ou le tableau à extension, c'est-à-dire quand je dis tableau extension, c'est bloc-notes sur pied, tableau de feutre ou tableau de marqueur, voilà, tableau magnétique et projecteur, tableau pour projecteur qui est le tableau blanc. Alors, le choix du tableau, ben, c'est quel est le plus utile pour vous, pour l'orateur, pour celui qui veut faire la conférence ou l'exposé, quel est l'emploi du tableau le mieux adapté à votre sujet pour que les gens puissent comprendre au mieux. Vous choisissez votre type de tableau. Est-ce que, est-ce que la manière, on va dire, est-ce que c'est la manière la plus efficace pour pouvoir expliquer un sujet, voir ou dessiner des dessins que vous voulez faire passer comme message ou voilà, ça peut être des dessins, des schémas, voilà, toutes sortes de choses. Est-ce que c'est la manière la plus efficace? Est-ce aussi la plus accessible? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et bien sûr, se dire quelles sont les notions qui vont y figurer dessus. Alors, la bonne question, c'est de savoir est-ce que c'est le tableau ordinaire ou une de ces extensions qu'il faut employer. Alors, ici, je parlais du tableau de feutre et le tableau magnétique. Alors, vous aurez compris que le tableau magnétique, ça permet de, voilà, de soutenir des feuilles. Hein. Alors, certains éléments qui sont valables pour le tableau, on va dire, dit ordinaire, ben, le sont aussi pour ces deux extensions. Les deux extensions ici, c'est tableau de feutre et le tableau magnétique. Alors, ce qui est valable ici, ben, c'est la même chose que le choix des lettres. Hein. Voilà, le choix des lettres. Les espacements, l'exploitation de l'espace, etc. Tout ça, ben, c'est valable pour le tableau de feutre et le tableau magnétique. Parce qu'il y a des petits tableaux de feutre, il y a des grands tableaux de feutre. Il y a des petits tableaux magnétiques, il y a des grands tableaux magnétiques. Voilà. Voilà. Alors, je peux vous dire que le tableau de feutre, lui, il permet une utilisation plus flexible de l'espace. Et surtout l'emploi de procédés, on va dire, d'articulation. Aussi de figurines, qu'il est aisé d'introduire. Et alors aussi de déplacer et de retirer. Il a aussi, comme le tableau magnétique, un grand pouvoir suggestif. Alors, leur caractéristique essentielle, c'est, on va dire, comme vous l'aurez compris, la mobilité. Voilà, on sait les bouger facilement. Et la progressivité. La progressivité. Bon, il y a des tableaux, quand on écrit, ils écrivent. Voilà. Il y a un petit frein qui se fait du fait voilà, de l'accrochage. Par exemple, de la créer sur un tableau. Il y a une espèce d'accrochage qui fait que l'écriture, elle est peut-être un peu moins rapide que, par exemple, si vous avez une souplesse avec du feutre, ou un marqueur. C'est plus souple. Donc, c'est moins
C'est plus vivace avec du feutre et comment on appelle ça, du marqueur. Voilà, ça c'est pour le gain qu'on peut en avoir ici, c'est la mobilité et la progressivité. Alors, tableau muraux. Alors, les tableaux muraux, graphiques et diagrammes. Alors, ces documents doivent être conçus en fonction de leur destination. Ils doivent répondre à un certain nombre de normes. La lecture doit se faire de gauche à droite ou de manière concentrique, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est pour la lecture. Et chaque panneau ne doit illustrer qu'un sujet, un thème, une comparaison, en ne mettant en évidence que les éléments, bien sûr, dits essentiels. Le texte sera réduit au minimum. On n'oubliera pas que l'œil va d'abord vers l'objet, qui a la couleur la plus vive, qui occupe la plus grande surface, qui a le contour le moins régulier et qui est situé le plus près du bord de la marche. Bon, avant toute chose, je voulais montrer quelque chose ici. Avant de commencer quoi que ce soit. Ici, par exemple, j'ai... Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est le diaporama. Ils vont montrer. Comment faire un diaporama avec Canva? Moi aussi, c'est Canva, c'est voilà, c'est pour faire un diaporama. On peut le faire avec PowerPoint, etc. On peut faire un diaporama avec PowerPoint, etc. Bon, voilà, des exemples de diaporama. Ça, c'est fort utilisé, le diaporama. Voilà, c'est très, très présent, très plaisant, très plaisant, et très présent dans les conférences et les exposés, ceci. L'outil PowerPoint est un outil fort utilisé. Donc, qui permet, je veux dire, c'est une solution, je veux dire, agréable, qui allie couleur et écrit et texte. Texte et couleur, bien sûr, il y a la créativité là-dessus. Hein, parce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait un site web. Ouais, il doit mettre les bonnes couleurs. Voilà, et il doit mettre le bon agencement du texte et la bonne. Voilà, c'est du texte, parfois il est grand, parfois il est petit. Voilà, parfois le texte est en gras, parfois il est en italique, parfois il est en souligné, parfois il est entouré de dessins, parfois il est. Parfois c'est même pas des dessins, ce sont voilà, des, des, des morphologies on va dire c'est même pas des dessins. Enfin, on va dire, ça reste quand même du dessin, mais c'est, on va dire c'est pas quelque chose de, je trouve pas le mot. Mais enfin bref, voilà. On peut dire que c'est un petit peu de peinture. Vous mettez de la peinture par-ci, par-là, et voilà, ça donne un air, voire un air qui est artistique, un air artistique. Donc, créer des diaporamas, c'est un petit peu faire comme ce que fait un web designer, c'est d'abord de rechercher, je dis, ce qui peut en ressortir, voilà, parce qu'il y a le fond et la forme. Hein. Il y a le fond et la forme. Tous les deux se travaillent. Voilà, il y a le fond et la forme. Bon, la forme, c'est fort important, fort important. Parce que si la forme n'est pas bien faite, ça n'intéressera pas. Maintenant, il faut que le fond soit bien fait et la forme soit bien faite. Mais la forme, c'est artistique. Il faut aller chercher de l'artistique. Ce que fait le web designer, ben, c'est un travail avant tout artistique. Parce qu'il doit mettre les bonnes couleurs, les bonnes zones d'information, enfin les zones d'information dans des endroits bien précis, bien définis. euh, voilà. Et bien c'est surtout quelque chose d'artistique au niveau des couleurs et de l'agencement du texte et de la taille des textes et peu importe. Voilà. Et bien sûr des liens, hein. Après derrière tout ça, tout le travail de lien de page à page
voilà, mais toutes les pages doivent être voilà, accessibles d'une page à l'autre, comme quand on tourne un livre. Voilà, c'est le travail de web designer. Mais celui qui va faire le déploiement va faire ça aussi, hein. Il va faire succéder les pages les unes à la suite des autres. Voilà, comme si on tournait les pages d'un livre. Mais tout, c'est un travail artistique. On va dire ça comme ça. Voilà, diaporama, c'est artistique. Mais et c'est fort utilisé par les conférenciers et les, comment on appelle ça, les conférenciers, ceux qui font des exposés, etc., etc. Alors ici, vous avez l'épiscope, voilà, l'épiscope qui est là, qui marche avec, bien sûr, là, voilà, le système. Ah, on a une lampe, voilà, avec un document à projeter, qui va taper sur un miroir, qui va renvoyer vers une lentille. Et, et donc on aura un agrandissement du document sur un écran. Alors l'écran, il ne faut pas le mettre, il y a une distance très intéressante à mettre pour voir la meilleure image possible. Il faut la mettre à une certaine distance. Parce qu'à une distance trop loin, trop éloignée, ça n'ira pas. Et une distance trop proche, ça n'ira pas. Donc il faut trouver la bonne distance pour avoir la netteté de l'image. Ah, ça c'est l'épiscope. Alors vous avez les tables, voilà, les tableaux dits interactifs. Voilà, par exemple ici vous avez, je vais en prendre un dans un petit instant. Ici vous avez tous les tableaux interactifs. L'interactivité, c'est vous qui la créez. Voilà. Vous créez l'interactivité, bien sûr, en meublant le contenu qu'il faut, que vous voulez, que l'assistance puisse voir. Donc vous diffusez l'information, vous êtes maître de votre, voilà, de votre diffusion, de votre propre diffusion. Vous diffusez l'information qui vous sied, avec le contenu qui vous sied, avec l'agencement qui vous sied, avec l'art qui vous sied, etc., etc. Et donc il existe de nombreux tableaux. Alors ici, par exemple, voilà, il y en a un bon, mais attention que le prix varie de 2000 à de 500 à 2000, 3000, voire 4000. Il y a tous les prix. Voilà. Donc ça, ce sont tous les tableaux interactifs, tableaux didactiques interactifs, qui est un outil formidable pour pouvoir transmettre des informations, notamment d'une personne vers une assistance, d'un orateur vers une assistance, d'un conférencier vers une assistance. Alors là, on a les rétroprojecteurs, toujours avec un jeu de lumière et des lentilles, et des miroirs, bien sûr. Il y a différents types de rétroprojecteurs, voilà. Rétroprojecteurs ou des vidéoprojecteurs. Donc, pensez toujours avoir une lampe de secours parce qu'on ne sait jamais si la lampe brûle. Ça peut arriver que la lampe brûle à un moment donné. Et donc, avoir. Alors, tout fonctionne bien sûr à l'image et au son. Image et au son. Voilà, donc. Alors, ici, on a aussi. Bon, j'ai un exemple ici de vidéoprojection. Alors, ça reste de l'image et du son. Donc, il faut régler le niveau de luminosité, taux de contraste, etc., etc. Ça, c'est l'image. On règle l'image. Voilà. Généralement, c'est réglé d'usine. Après, vous réglez en fonction de votre perception ou de la perception de l'assistance. Vous leur demandez si
les réglages que vous avez faits sont corrects pour vous, pour l'assistance ou pas. Alors ça c'est tout des tableaux électroniques aussi, tableaux didactiques ou électroniques. Alors on peut manipuler certains tableaux par Internet. Enfin, on peut faire intervenir l'Internet sur le tableau. Ça reste quelque chose, je veux dire, d'interactif par rapport, voilà, à Internet. Donc on peut rentrer sur Internet et montrer des informations ou voir une vidéo sur Internet ou peu importe, aller chercher des informations sur Internet parce qu'il y a une liaison via Internet. Ou on peut, voilà, travailler avec son iPhone ou un portable, relié directement, je veux dire, sur le, comment on appelle, ou une clé USB, etc., etc. Des clés USB, etc. Alors ça, ce sont les diapositives, système à diapositives, toujours avec de la lumière, voilà. Bon, on peut, certains, si tout le monde possède un, comment on appelle, un ViewMaster, vous pouvez travailler, si tout le monde a son ViewMaster, bah, on peut, on peut, je vais être en réunion, et si chacun a son ViewMaster et que tout le monde a les mêmes diapositives, les mêmes dias, rotatives, hein, c'était des diapos rotatifs, voilà. Là, il n'y a pas besoin de lumière parce que ça travaille à la lumière naturelle. Il faut se placer vers une lumière naturelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de projection de lumière. Quoiqu'il y a quand même des. Il y en a qui peuvent se faire avec projecteur, hein. Voilà, ce système de dia, voilà, circulaire peut se faire par rétroprojecteur. Ça peut être utilisé quand on veut expliquer certaines choses, notamment en tourisme. En tourisme, dans le tourisme, si on veut expliquer l'historique de certaines choses, ben, certaines diapositives sont accessibles. Je pense à Anvers, je crois, à Anvers, il y a des systèmes à diapositives où on peut regarder certaines choses par les dias au niveau du port. Alors ici, ça, c'est le magnétoscope. Alors je vous rappelle qu'il y avait le système VHS, Betamax, etc. Avec des cassettes, hein. On pouvait voir des cassettes didactiques grâce à ça et faire des exposés à l'aide de ceci. Et changer par après, hein. On peut mettre une vidéo et puis en discuter par après. Alors, je rappelle ici, je renverrai le lien, il y avait différentes normes. Différentes normes dans les magnétoscopes. Alors on peut aussi voir des caméras comme ceci. Des caméras qui peuvent être utiles quand vous faites une conférence. Pour un enregistrement télé, on va dire un enregistrement visuel. Donc c'est basé sur le son, l'image et le son. Pour pouvoir mettre dans un support par après. Bon, il y a aussi les caméras télévisuelles comme ceci qu'on retrouve en télévision. Mais ça, c'est des caméras beaucoup plus chères. Et ça permet une diffusion vers une antenne, voilà, relayée, être relayée. Bien sûr, ici, il y a des caméras de surveillance, hein. Bon, ça n'a rien à voir. Je parle des grosses caméras pour les reportages. Pour les reportages. Et donc, quelqu'un qui expose, il peut voilà, être soumis à une caméra de ce style-là pour pouvoir être diffusé en radio, enfin en télévision. Je m'excuse, en télévision. Bien sûr, il y a tout ce qui est son, hein, parce qu'en radio, c'est plutôt quelqu'un qui expose à la radio, mais c'est plutôt une histoire de son. Par contre, télévision, c'est image et son. Bon, je reviens ici sur les, comment on appelle ça,
les outils, les supports. Comme je vous ai dit, il y a la projection fixe. Bon, la projection fixe, ben, elle se présente sous plusieurs formes, hein. Il y a le film fixe, il y a la diapositive, il y a le transparent pour rétroprojecteur, l'image opaque projetée par épiscope. Alors, avant de choisir une de ces formes de projection fixe, ben, il faut se demander si une photo sur support papier, qui est, on va dire, remise au spectateur, ne serait pas préférable. Une étude du centre de Saint-Cloud montre que les spectateurs énumèrent plus de détails à l'examen de photos qu'à l'examen des vues projetées. Donc c'est pour ça que vaut mieux, on va dire, vaut mieux se demander si une photo sur support papier qui est remise au spectateur ne serait pas plus préférable, plus préférentielle. Alors, contrairement justement à l'examen de vue projetée, l'observation est plus homogène et se concentre davantage sur les mêmes détails. Donc il y a une psychologie, je veux dire, de l'observation par rapport, on va dire, dans les systèmes de projection fixe. Certains vont plutôt s'adapter à certaines choses ou voir plus de détails sur certaines choses que d'autres. Alors, si la solution on va dire, de projection fixe est retenue, il faudra savoir que le film fixe, le film fixe doit servir à la démonstration, à la narration, au développement d'un raisonnement. Et c'est la raison pour laquelle il compte souvent 20 à 30 images minimum. La diapositive sert mieux d'observation détaillée. La discussion critique. La présentation de 5 à 6 dia par séance suffit en général. Le commentateur a en outre plus de liberté puisqu'il décide sur le tas du temps de projection de chaque dia. Alors pour le rétroprojecteur, est par excellence le domaine du schéma, du diagramme, de la carte. En plus de ça, il est facile à manier et ne nécessite pas d'occultation. La distance de projection peut varier de 1,80 m à 6 mètres. Alors, on a plus d'avantages à placer l'écran obliquement par rapport à la fenêtre, en avant du local. On peut ainsi augmenter la distance de projection qui doit être, on va dire, d'au moins 2,50 m. De plus, les conditions de vision seront meilleures, l'image sera plus contrastée. Les documents projetés peuvent figurer soit sur des transparents, soit sur un rouleau d'acétate actionné en marche avant et arrière par une manivelle. Et on peut avoir recours à la photocopie sur transparent ou à la réalisation des inscriptions au moyen de crayons spéciaux ou de marqueurs de couleurs et de calibres divers. L'encre de Chine peut également servir. Voilà. Et ça, c'est pour le rétroprojecteur. Et aussi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les transparents peuvent être superposés dans le rétro pour marquer, on va dire, une progression. Et on va dire que le schéma s'élabore petit à petit. On peut aussi, grâce à un système de cache, dissimuler provisoirement certaines parties du document. Dans certains appareils, on peut, grâce à des variations d'éclairage, mettre successivement en évidence certains détails. Alors, l'épiscope, lui, il a l'avantage de ne poser aucun gros problème de manipulation, puisqu'il est petit,
Il permet la projection d'une grande variété de documents opaques. Malheureusement, il requiert l'occultation totale. On peut se contenter de classer donc les documents à projeter dans l'ordre voulu, mais on peut aussi les coller sur un dépliant. Un dépliant en accordéon, bien sûr. Hein. On les fixe sur une longue bande de papier qui défile. Voilà, ça c'est pour les épiscopes. Le film. Pour le film, c'est particulièrement efficace quand il s'agit de faire observer un phénomène en mouvement ou quand les techniques cinématographiques accélérées et ralenties permettent une observation impossible par d'autres moyens. Alors, préparer un film, c'est d'abord l'avoir vu avant la projection. C'est en outre vérifier la bonne marche de l'appareil, mettre en place l'appareil et le film, occulter et aérer le local, et bien disposer les sièges, notamment en fonction du genre d'écran. Pour le magnétoscope, il enregistre et reproduit sur un petit écran les émissions de télévision, images et sons. Ce système permet une projection à n'importe quel moment et répétée à volonté. Alors on peut, bien sûr, retourner en arrière, aller en avant, faire une pause et tralala, tralala. Voilà. Les bandes magnétoscopées peuvent être codifiées par insertion ou élimination de séquences et permettent bien sûr d'arrêter sur certaines images, faire ce qu'on appelle de l'arrêt sur image, de faire des ralentis. Hein. Et comme je vous ai dit, des retours en arrière. Donc on sait faire tout ça avec le magnétoscope. Alors il y a beaucoup plus de possibilités que ça. Hein. Bon, je veux dire, le magnétoscope, c'est... si je décris quelques petites fonctions que ça peut faire, mais le magnétoscope, c'est quelque chose, voilà, c'est une merveille. Hein. C'est une merveille de création. Ah, ah. C'est une merveille de création parce que ça permet beaucoup de faire d'innombrables choses. D'innombrables choses. D'ailleurs, le magnétoscope, je veux dire, c'était quand il est sorti, ça a été quelque chose, je veux dire, c'est comme si on sortait, je veux dire, la création de la télévision. Alors, on a eu la TV qui est sortie, ça a ému beaucoup de choses, beaucoup de gens. La radio, quand elle est sortie, ça a ému beaucoup de gens. La télévision, quand elle est sortie, ça a ému beaucoup de gens. Parce que voilà, ce sont des inventions qui ont, je veux dire, l'appareil photo, c'est une grande invention, comme l'a été la télévision, la radio, l'appareil photo, et notamment le magnétoscope. Le magnétoscope, bon, les gens pouvaient aller voir des films à leur guise, voilà, en louant ou en achetant, je veux dire, une cassette et en regardant les films, et on pouvait faire des arrêts sur image, le revoir tant qu'on voulait, voilà, revenir en arrière si on n'avait pas compris des choses, revenir là où on était avant de l'avoir arrêté la veille ou quelque chose comme ça. Voilà, ça permet beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voilà. Alors, le magnétoscope et l'électrophone, eux, ils apportent bien sûr un son enregistré qui peut s'ajouter au support visuel. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Bon, j'ai parcouru quand même quelques supports audiovisuels d'antan et d'actualité. Parce que, bon, avant, on utilisait des supports qu'on utilise moins maintenant, ou plus rarement, ou voire plus du tout. Parce que la technologie, quand elle évolue, ben, on abandonne certaines technologies pour en reprendre de nouvelles. Mais maintenant, je rappelle qu'on est dans le monde de l'Internet, bon, avec des écrans, je veux dire, on peut avoir des écrans tactiles, on peut avoir des écrans avec voilà, accès au numérique, aux appareils numériques, tels que iPhone, etc. Comme je vous dis,
on n'est plus limité. Mais comme je l'ai dit, on vit avec les moyens de notre époque. On vit avec, avec les moyens de notre époque. Bon, il y avait des anciens projecteurs. Bon, je veux dire, ils sont plus utilisés. On utilise des projecteurs plus modernes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai vu l'épiscope. Voilà, tableau didactique. En tout genre et à tous les prix, en fonction de leur fonctionnalité et leur capacité, voilà ce qu'ils peuvent voilà, vous fournir comme service. Alors le maître mot ici, quand vous faites une conférence ou un exposé, le maître mot c'est l'art. C'est l'art. L'art, je ne parle pas dans l'art de la transmission, parce que ça d'office, vous devez avoir les éléments nécessaires pour pouvoir voilà, transmettre vos compétences ou votre sujet ou votre thème dans les règles de l'art, ça c'est évident, mais c'est plutôt de présenter euh, dans la forme avec l'art et la manière. Donc plus il y aura des couleurs, plus l'information, je veux dire, sera acceptée du public et on dira plutôt attrayante. Elle sera attrayante. Plus l'art y est, plus elle sera attrayante. Moins l'art y est, moins elle sera attrayante. Donc le passage obligatoire par l'art fait en sorte que l'assistance, je veux dire, sera d'autant plus connectée à votre communication. Et comme je l'ai dit, il y a tous les prix dans les tableaux didactiques. Parfois, des petits appareils comme ça suffisent. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, du portable suffit. Maintenant, encore faut-il trouver un écran hein, pour pouvoir le projeter. Maintenant, quand vous faites un... Comment on appelle ça Quand vous faites un exposé ou une conférence, le local est fort important. C'est-à-dire que la lumière doit y être. Si maintenant, je veux dire, si vous êtes installé, je veux dire, de manière... Si l'assistance est installée de manière confortable et que l'environnement est confortable, bien sûr hygiénique et confortable, et avec des outils adaptés à la transmission d'informations tels que tous les appareils que je vous ai dit, les supports énoncés, et que bien sûr le contenu et la forme y est, et eh bien tout le monde, l'assistant sera content. Bon, il y aura toujours des gens mécontents, mais ça c'est bon, il y a des gens, des éternels, je veux dire, mécontents. Ça, vous ne saurez rien faire contre ces personnalités-là. Donc ici, moi je suis dans la communication saine, je ne suis pas dans la communication où certaines personnes se renferment sur elles-mêmes, elles ne veulent rien savoir, ne pas changer, et juste, voilà, voir le monde qui leur entoure de manière sombre. Voilà, ils voient le monde qui leur entoure de manière sombre et ne veulent pas acquiescer, je veux dire, à quelconque, je veux dire, à une quelconque communication d'autrui. Elle n'acquiesce pas. Elle va tout refuser et elle sera, je veux dire, toujours renfermée et ne voudra pas, voilà, être intéressée, voir vous écouter, voir échanger des idées, voir euh, ou garder des idées fixes. Elle va garder ses idées fixes qu'elle ne pourra pas changer.
Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc ici, ça encore un rétroprojecteur, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ici. Donc, vous voyez que la notion d'image et de son est très importante dans, voilà, dans la communication. L'image et le son qui sont très importants dans la communication. Alors, avant de terminer ce qui concerne les supports, ici c'est des mini projecteurs avec clé USB, ceci, voilà, la plupart des cas. Alors, on peut relier des iPhones aussi à certains projecteurs, et ainsi de suite. Et alors, ce que je voulais faire ici, c'est bon, faire un ça c'est le diaporama, ouais, je l'avais montré tout à l'heure. Vous voyez, il y a différentes étapes ici dans ce cas-ci pour faire un diaporama sur Canva, mais bon, ça c'est un cas particulier. Alors ceci, c'est des diaporamas aussi, c'est toute une panoplie, voilà, d'exemples de diaporamas que vous pouvez faire avec PowerPoint. Bon, ça c'est un travail d'art, artistique, un travail artistique. Je vous ai dit que le texte, ça allie le texte et le dessin. Et la couleur, bien sûr, avec les couleurs. Hein. Ça, le dessin, quand je dis dessin, avec les couleurs. Donc vous voyez, c'est fort artistique, mais l'information passe mieux avec voilà, une touche artistique. Bon. Et enfin, je terminerai ici avec un site qui est Blog HubSpot Marketing. Organiser une conférence. Alors, comment organiser une conférence? Identifier l'objectif de la conférence, choisir une thématique, constituer une équipe, définir le budget de la conférence, décider du format de la conférence, définir la liste des invités, fixer une date, déterminer la durée de la conférence, réserver le lieu de la conférence, trouver les intervenants, sélectionner les prestataires de la conférence, louer le matériel. Voilà. Dans la location du matériel, vous avez tous les supports que j'ai parlé, possibles et imaginables. Rédiger un ordre du jour, organiser la logistique et promouvoir la conférence. Alors bien sûr ici ils vous disent les buts. Hein. Présenter le but de la conférence, présenter un nouveau produit ou service, aborder un sujet d'actualité, communiquer une information à la presse, transmettre des valeurs, exprimer de nouvelles idées, mobiliser les équipes autour de nouvelles stratégies ou projets innovants. Ça c'est au sein des entreprises. Voilà. Sensibiliser les participants autour d'une problématique et ainsi de suite. Alors ici, vous voyez qu'il y a quand même... parfois, il faut définir un budget de la conférence. Vous avez la location de la salle, location du matériel, les activités, la rémunération des intervenants, l'installation technique, la restauration, le transport, l'hébergement, les places de stationnement. Pour vous dire que tout ça, ça a un coût. Quand vous faites une conférence, ça a un coût. Donc, je veux dire, il faut bien que, bon, faire en sorte que ça reste quelque chose de commercial. Et donc, ça doit marcher. Sinon, si ça ne marche pas, c'est à vos frais.
ça ne marche pas, tout sera vos frais et c'est malheureux. Parce que quand vous faites un commerce que ça ne marche pas, c'est embêtant. Vous travaillez à perte. De toute façon, je mettrai ce lien-là. Dire ce lien-là, je le mettrai en dans le lien de la vidéo avec les supports. Je vous remercie.